Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube et également de notre application. Merci d'être fidèles au rendez-vous, merci d'être présents chaque semaine plus nombreux, je le dis, je sais que je me répète. Là, on est à 233 000 sur la chaîne YouTube. Bien écoutez, c'est pour nous un grand honneur de vous compter aussi nombreux et j'espère que vous continuerez à venir aussi nombreux. Écoutez, regardez nos programmes. N'oubliez pas, j'en parlais, l'application qu'on télécharge sur smartphone et qui vous permet d'avoir accès à nos documentaires. On en met quelques-uns sur la chaîne YouTube, mais la plupart sont sur l'application, donc ça vaut le coup. C'est 5 € par mois, n'hésitez pas. Rendez-vous donc hebdomadaire. Comme chaque semaine, je reçois un grand invité. Cette semaine, je reçois Béatrice Brugère. Bonjour Béatrice. Bonjour, merci de votre invitation. Eh bien, écoutez, ravi de vous revoir, puisqu'on vous avait déjà eu une fois chez Omerta. Donc, merci d'être revenu. Je vous présente, vous êtes donc secrétaire général d'Unité Magistrat et auteur d'un livre qui a fait un peu de bruit cette année, qui a un titre assez fort, assez choc, La colère qui monte, aux éditions de l'Observatoire. On va parler de cette colère qui prend au triple la société française, pas seulement à la faveur des résultats des élections. On a vécu une période idyllique avec les Jeux Olympiques. On en sort, on revient dans le dur, la rentrée, il fait de plus en plus froid. Et puis, tous ces problèmes de la société sont là. Donc, on va revenir sur ces problèmes. Un de ces problèmes est une info aujourd'hui, on est le 16 septembre, l'Allemagne rétablit le contrôle à ses frontières. Question toute simple, est-ce que la France doit faire la même chose ? La question est simple, la réponse n'est peut-être pas aussi simple qu'elle en a l'air. Alors, juste pour dire, la colère qui monte, puisque vous avez eu la gentillesse de citer ce livre, c'est surtout un plaidoyer pour une refondation totale de la justice. Oui, j'entendais bien ainsi et Exactement. Et donc, ça fait la liaison avec votre question immédiatement. Pourquoi je parle de refondation ? C'est parce que j'ai fait un peu le constat dans la justice et c'est ce qui se passe sur toutes les questions de sécurité qui sont intimement liées avec la justice. C'est qu'on a vécu quand même des années un petit peu d'aveuglement et le retour aujourd'hui de la question des frontières de façon aussi cruciale, c'est le retour de la réelle politique. C'est-à-dire que c'est pas nouveau, on va en parler tout de suite. L'Allemagne a déjà fait ce retour avec des contrôles de frontières avec d'autres pays. Au sud. Comme la Pologne, par exemple, etc. Et c'est possible, déjà, il faut le dire, c'est possible. Et c'est déjà de plus en plus demandé par tous les pays de Schengen. Beaucoup de pays, en fait, qui sont dans Schengen, demandent parfois aussi ce rétablissement des frontières. Pourquoi ? C'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est que Schengen, qui date de 1985, avait fait ce pari de dire qu'on a une libre circulation entre les pays qui ont signé cet accord Schengen, à condition, et uniquement à condition, que les frontières extérieures soient, extrêmement sûres. Or, aujourd'hui, les frontières extérieures, puisque là, par exemple, pour le cas de l'Allemagne, on sait que c'est un Syrien qui a déclenché, on va en reparler, un petit peu cette décision soudaine suite à un attentat terroriste, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, les frontières extérieures, ce pari, il n'est pas réussi, qu'une fois que des étrangers en situation irrégulière et dangereux, parce qu'ils ne sont pas tous dans ce cas-là, et surtout les terroristes ou des criminels sont rentrés, finalement, après, tout est facile et c'est très compliqué, par contre, pour les faire ressortir. Donc, en vrai, le pari n'est pas tenu et pendant des années, on a voulu faire croire que c'était possible. En fait, Schengen permet de façon provisoire, et c'est ce que fait l'Allemagne, à un moment de rétablir des frontières sur un critère qui est assez simple, qui est celui finalement du critère, pour faire simple, de la sécurité intérieure ou d'un danger particulier qui remettrait en cause cette sécurité intérieure. Le terrorisme est tout à fait dans ce critère-là.
Et nous-mêmes, nous l'avons déjà utilisé, puisqu'il faut savoir que la France a déjà également utilisé cette possibilité provisoire de rétablir des contrôles. C'était après les printemps arabes, et on l'a aussi encore sur certains secteurs. Donc, oui, j'allais vous dire, la France l'a déjà fait. Oui, la France pourrait le faire. Oui, la France pour 6 mois, c'est ça devrait le faire. Oui. Alors, c'est pour 6 mois. Mais la question, parce que c'est renouvelable, etc., la question maintenant, elle est plus de se dire, est-ce qu'on est sur en fait, un problème conjoncturel ? Parce que l'immigration n'est plus, l'immigration sous sa forme danger pour la sécurité intérieure, c'est-à-dire terrorisme, criminalité organisée, délinquance du haut du spectre, n'est plus un problème conjoncturel lié par exemple à une guerre. Ça, c'était le cas par exemple de la Syrie, où on a eu comme ça, ou d'autres guerres comme ça pourrait être l'Ukraine, ou des choses comme ça, où on a un flux très important. C'est devenu un problème structurel, en vrai. C'est à la fois structurel et à la fois un problème de quantité. C'est-à-dire que je regardais là les chiffres, le fait d'avoir remis des contrôles à la frontière, l'Allemagne l'a déjà fait avec d'autres pays comme la Pologne, la Hongrie, a permis en moins d'un an de stopper 30 000 arrivées non désirées. Et en fait, le problème devient de plus en plus difficile parce qu'on vient de signer ce qu'on appelle le pacte migratoire, asile, immigration, qui est encore plus contraignant, puisqu'il oblige maintenant de façon obligatoire à se répartir des quotas en fait, d'étrangers qui arrivent. Donc, depuis 1985 à 2024, on a eu cette idée généreuse d'une libre circulation qui s'est confrontée au fur et à mesure à une législation de plus en plus contraignante, mais surtout à une situation géopolitique et criminelle qui a totalement changé. Et donc, il y a eu une part un peu d'aveuglement et de résistance qui, aujourd'hui, semble trouver j'allais dire un peu un début de fin. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne. On a aussi tous les pays du Nord qui, depuis longtemps, ont résisté. Je pense par exemple au Danemark. Il faut savoir qu'on a une directive retour qui est en fait une directive qui a été votée par la Commission européenne qui est extrêmement contraignante. Mais attention, il faut bien comprendre, parce que ça c'est intéressant pour vos auditeurs, que la contrainte, la vraie contrainte, elle est antérieure à Schengen et elle est antérieure en fait au traité européen. Elle date surtout du traité qu'on a signé sur le droit d'asile, qui est antérieur, et de la Convention des droits de l'homme, qui date de 1950, qui oblige une forme de proportionnalité et de rapprochement familial. Donc, c'est surtout ces traités-là qui sont extrêmement contraignants. Et comme tout ça a été absorbé après dans la législation européenne avec le traité de Lisbonne, nous avons aujourd'hui une situation qui est quasiment une impossibilité en fait, de renvoyer quelqu'un qui est arrivé sur un territoire sur le principe de l'asile et sur le principe du rapprochement familial. Et donc, c'est un peu comme ce qui était une idée généreuse est devenu un peu un étau normatif. Si on n'oublie pas, et c'est ça qui est très important, parce que c'est aussi la sortie, peut-être la solution, que notre législation actuellement, et en fait, les traités sont supérieurs à la norme nationale. C'est ça, en fait. On a dans la Constitution l'article 55 qui dit que les traités, c'est-à-dire donc tous ceux qu'on a signés, sont supérieurs à la norme nationale. Mais la compétence de la sécurité intérieure est une compétence nationale. Et c'est pour ça que personne ne comprend rien. C'est-à-dire que à la fois, on dit, mais attendez, on est souverain sur les questions de sécurité. Et en fait, quand on regarde de près, on est très liés et on n'est plus souverain. Donc l'Allemagne est en train de rentrer dans une autre phase qui est celle de la réelle politique pour deux raisons. Pour les problèmes de sécurité intérieure qui ont une conséquence extrêmement importante, c'est que politiquement, ça fait monter l'extrême droite. Et donc, c'est un double déclic, si j'allais dire, un déclic à la fois de sécurité, mais à la fois aussi un déclic
politiciens. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que s'ils ne prennent pas cette question maintenant à la hauteur des enjeux, ils vont perdre les élections. Voilà. Et c'est pareil pour tous les pays, en fait, qui vont se retrouver dans les mêmes difficultés. La France, elle, il faut le savoir, est un pays qui est particulièrement visé par le terrorisme, puisqu'elle a été une cible, d'abord une des cibles les plus importantes en termes de réalisation d'attentats de faible ou haute intensité, mais elle est montrée du doigt comme une cible par l'État islamique ou par les organisations terroristes. Donc, elle doit faire, j'allais dire, ce même cheminement intellectuel, je crois que c'est d'ailleurs en train de se faire, pour aussi poser le débat de façon sereine et de façon réelle, c'est-à-dire quel est l'état de la menace et comment on peut y répondre. Et je pense que pour y répondre très clairement, c'est-à-dire pas de manière provisoire, puisqu'on l'a dit, ce sont que des mesures provisoires. Il faut que le débat vienne et ça entraînera nécessairement une modification sans doute constitutionnelle pour retrouver sa capacité de souveraineté, c'est-à-dire de contrôle de son intégrité et de sa souveraineté. Et c'est dans le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne reconnaît que les États membres ont droit à cette souveraineté. Sauf que dans les faits, elle n'existe plus vraiment. Pas. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Vous avez évoqué le cas du Danemark, qui est gouverné aujourd'hui par des sociodémocrates. Là, se profile un bras de fer entre les Pays-Bas et l'Europe sur la question de l'immigration. L'Allemagne qui ferme ses frontières, enfin en tout cas provisoirement. C'est déjà arrivé au niveau, les pionniers de l'Europe, enfin le pionnier de l'Europe, ça a été la Hongrie, mais jusqu'à présent on était dans des configurations où ceux qui prenaient ces directives étaient plutôt des gouvernements de droite nationale, avec l'Allemagne, avec le Danemark, on n'est pas tellement là-dedans, on est dans des gouvernements de gauche. Et ma question est là, est-ce que finalement c'est pas un désaveu pour l'Europe, pour Schengen, et est-ce qu'il y a un avenir commun si tout le monde reprend peu à peu le contrôle de son destin en matière de sécurité et d'immigration? En réalité, vous avez raison, la question elle est intéressante parce qu'elle est à la fois politique et sécuritaire, et à la fois c'est l'avenir de l'Europe qui se joue. Puisqu'en fait, le fait que tout le monde commence à revenir en disant maintenant, là, on ne peut plus. La question, en fait, pourquoi cette crise arrive comme ça? Parce que c'est une question d'échelle. C'est-à-dire que le sujet n'est plus le même parce que l'échelle n'est plus la même. C'est-à-dire que tant que vous accueillez une part raisonnable, j'allais dire, de migrants, y compris dans cette vision que moi je ne récuse pas du tout, qui est celle de l'asile, que je trouve très belle. Et on doit s'honorer, au contraire, d'accueillir des gens qui sont en danger. C'était les motifs en 2015 pour les Syriens en Allemagne. En fait, le système peut perdurer, parce que le système correspond à des vraies valeurs d'humanisme et de possibilités. C'est-à-dire que si l'échelle est tout à fait raisonnable, la capacité d'intégration, même pour les étrangers, est réelle. C'est-à-dire que les États, et c'est ce que tous les États disent, on a les moyens financiers, on a les moyens sociaux, on a les moyens économiques, intellectuels, etc., d'intégrer ces gens-là. Aujourd'hui, la problématique, c'est que l'échelle a totalement changé, puisque, on le sait, sur le plan géopolitique, on dit même que le pire est devant nous, pour des raisons multiples. Alors, il y en a qui disent le climat, mais c'est aussi des raisons économiques, des raisons géopolitiques, de guerre, etc. En vrai, nos pays sont extrêmement attractifs, et on est sur une échelle que les pays ne peuvent plus supporter en termes économiques, en termes éducatifs, en termes sociaux et en termes de criminalité. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Donc, soit on revient à une capacité de modération, et ce qu'on appelle décliner sur des formes très différentes de quotas ou de pauses migratoires pour que les pays reprennent une respiration et ne mettent pas en jeu leur cohésion, parce que c'est ça, en vrai. Soit c'est la fin de l'Europe en vrai, soit vous avez raison, c'est le début de la fin qu'on ne veut pas voir parce que les égoïsmes nationaux prendront à un moment donné le dessus ou les enjeux politiciens. Donc
Mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire que le pacte migratoire, la jurisprudence qui est imposée par la Cour de justice de l'Union européenne, l'interdiction aujourd'hui de pouvoir exercer une forme de retour réel ou d'expulsion, fait qu'aujourd'hui, ça crée une crispation et ne permet pas un débat serein. Donc, tout est possible, en fait, dans cette nouvelle configuration. Alors, autre question, un petit peu pour poursuivre. Est-ce qu'on n'a pas... Enfin, on a un petit peu l'impression qu'en Europe, 23 pays sur 27, je crois, sont dirigés par des coalitions, sur lesquelles on trouve d'ailleurs parfois notamment aux Pays-Bas, on peut avoir l'extrême droite qui s'allie avec même des écologistes Enfin, c'est très très divers sur des questions qui ont fait monter justement cette même extrême droite un petit peu partout, qui sont liées donc à la sécurité et à l'immigration essentiellement. Après, il y a la question du pouvoir d'achat, il y a la question aussi des perspectives qu'apporte l'Europe, etc. Il y a d'autres questions subalternes, mais on a l'impression qu'en France, que dans chacun de ces pays, notamment l'Allemagne, c'est vraiment le cas le plus intéressant parce que l'immigration n'était pas un sujet. Vous l'avez évoqué, l'Allemagne, de par son passé, avait en plus une tradition d'accueil et puis avait le moteur économique et financier pour accueillir. Quand Angela Merkel annonce qu'elle prend 1 million de Syriens, la plupart de ces Syriens ont trouvé du travail, enfin voilà. Mais dans tous ces pays-là, il y avait un appel à l'immigration proclamé par le patronat. Et, je dirais, philosophiquement accepté par l'extrême gauche ou une partie de la gauche. En France, on a ce cas aussi, mais on semble vouloir continuer, c'est-à-dire ne pas vraiment prendre... Alors, il y a le RN qui est là, mais qui est un peu l'éléphant dans la pièce, mais qu'on s'est débrouillé pour mettre de côté en faisant des alliances contre nature pendant le deuxième tour des législatives. Aujourd'hui, on arrive avec un gouvernement qui va être annoncé cette semaine, mais gouvernement de droite, mais on sent qu'en France... il y a un côté idéologique, à la fois le capitalisme accueillir parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, où chaque être humain est interchangeable, la vision, on va dire, rousseauiste, qui demeure, en dépit des réalités et en dépit de ce que demande le peuple. Pourquoi cette particularité française ? Et nous, on ne sait pas faire les coalitions. Alors, il y a plein de questions dans votre question. Je réponds par la dernière. On ne sait pas faire de coalition. Oui, on n'a pas de culture de la coalition, ça c'est clair. Nous, on a une culture de l'alternance politique, un peu frontale éventuellement de la cohabitation. Éventuellement de la cohabitation, mais elle est toujours douloureuse. Et c'est parce qu'on ne l'a pas anticipée souvent qu'elle arrive. Mais on n'a pas la culture de la coalition, qui est la culture du compromis, c'est-à-dire du dénominateur commun, qui est celui de l'intérêt général, sur lequel tout le monde, du bien commun, sur lequel tout le monde pourrait éventuellement s'accorder, sachant que, et ça c'est très français, mais c'est pas pareil dans les autres pays, en France, on assigne à chaque camp des thèmes privilégiés, c'est-à-dire que la droite c'est automatiquement, obligatoirement la sécurité, la justice, je dis par exemple l'écologie c'est obligatoirement la gauche, etc., ou le social. Je pense que ces grilles de lecture sont à la fois dépassées et fausses. Et elles existent moins dans les autres pays, ce qui fait que dans un autre pays, on peut être de gauche et avoir une vision pragmatique de la sécurité, on peut être plus à droite et être écologiste, etc. Donc je pense que le débat, excusez-moi, le débat est un peu faussé de ce côté-là, et on n'a pas la culture du compromis, on a la culture de la castagne, de l'opposition. Ça, c'est une révolution culturelle. Je ne sais pas si elle est possible, elle est souhaitable. Après, sur la question qui est celle du changement par rapport à la situation, il est certain qu'aujourd'hui, on est peut-être, et tant mieux, sur d'une forme d'aveuglement. Et le pays français, notre pays français, en tout cas, moi je le vois sur des questions de justice, est extrêmement idéologue. En fait, on est un pays très politique, avec le côté positif et négatif du côté politique. C'est-à-dire que le fait qu'on soit très politique, c'est qu'on aime les idées pures,
qui sont parfois des idées folles. Et on a une autre difficulté, c'est qu'on est soumis au vertige de l'émotion. Donc l'émotion plus les idées pures ou les idées folles font que souvent on est dans une forme d'aveuglement, de débats parfois qui peuvent sembler très intéressants mais qui sont très loin de la réalité du terrain. Et aujourd'hui, ce que je ressens, y compris, c'est tout à fait une critique que l'on peut faire sur le droit et la justice, à force d'être déconnecté des attentes et du terrain, on a en effet une colère qui monte, en tout cas une déconnexion des citoyens et de ces élites, voire un ressentiment. Et il faut être toujours très prudent là-dessus parce que c'est toujours les prémices d'une révolte. Par exemple, les Gilets jaunes, hein. Oui. On a eu plusieurs mouvements qui montrent... Réforme des retraites aussi. Exactement. Et je crois que la première chose que les hommes politiques, en plus on est en pleine mutation en ce moment, donc c'est pas inintéressant, doivent faire, c'est écouter. C'est écouter et ne plus parler et faire écouter, c'est-à-dire retrouver la confiance des citoyens. Et la notion de confiance, elle est intéressante parce que les médias adorent ça, de faire des sondages en permanence sur la confiance. Est-ce que vous avez confiance dans les politiques, dans la justice, dans les journalistes? Les taux sont relativement très bas et ne cessent de baisser. Parce qu'en fait, toutes ces catégories attendent la confiance des citoyens comme un espèce de quitus ou un blanc-seing. Or, la confiance, c'est l'inverse. C'est pas vertical, en fait. C'est un mouvement, en fait, de bas en haut et de haut en bas. C'est-à-dire que si vous voulez avoir la confiance des personnes que vous dirigez ou que vous jugez, faut-il encore que vous-même soyez capable de leur faire confiance dans ce qu'eux veulent, c'est-à-dire les entendre. Donc, c'est un mouvement à double sens. Et moi, je vois, parce que notre ministre, quand il est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a dit « Ouh là là, les citoyens n'ont plus confiance dans la justice », ce qui n'est pas tout à fait faux. Et, on va y venir. Et il a dit « Moi, je vais faire une loi ». Mais en fait, la confiance, ça ne se décrète pas. Ça s'organise. Ça s'organise, ça ne se dit pas. Et c'est ce mouvement-là, en fait, d'organisation qui permet d'entendre ce que veulent les citoyens pour restaurer ce lien, qui est un lien de réalité, qui n'est pas un lien fictif. Alors justement, sur cette réalité qui nous arrive au visage quasiment tous les jours, avec des actes, on va dire, de plus en plus graves, commis souvent par des gens de plus en plus jeunes, avec des motifs extrêmement futiles. C'est-à-dire que l'acte correspond à soit dans le cas d'adolescents, un refus de donner une cigarette, ce qu'on en a appelé, c'est la multiplication des mauvais regards. C'est le terme utilisé médiatiquement. Alors, l'appareil médiatique aussi s'adapte à cette montée en puissance de la violence dans la société. À chaque horreur, on se dit il faut agir, puis l'actualité passe, ça recommence, et ainsi de suite. Alors, dans une interview que vous aviez donnée à Sonia Mabrouk, vous aviez dit le ministère de la Justice n'a pas investi le champ intellectuel pour comprendre ce qui se passe dans la société. Et est-ce que cette justice, au jour d'aujourd'hui, elle est adaptée encore à l'évolution de la société? Oui, alors non, je pense qu'elle n'est pas totalement adaptée. Et pas uniquement sur les questions de lenteur par rapport oui, tout à fait. C'est souvent ce qu'on met en avant. On est sur une question d'appréhension des nouvelles menaces, des nouveaux phénomènes criminels et comment y répondre. Et je pense que nos grilles de lecture, je reviens toujours à cette idée, ou notre logiciel, enfin on peut appeler ça autrement, ou nos vieilles lunes, hein, on peut dire ça aussi, n'ont pas compris ce qui était en train de se passer et les mutations qui étaient à l'œuvre dans la société, des mutations qui sont profondes, qui sont lentes, mais dont on voit quand même des bouleversements assez importants. Vous parlez de la violence. Et nous sommes un pays, en France,
un pays du droit, un pays de la loi, qui pense que pour répondre à un problème de société, quel qu'il soit d'ailleurs, il suffit de faire une loi. Mais une loi, c'est le début, c'est pas la fin en fait. Une loi, c'est un cadre à un moment donné, qui peut être bien ou mal fait d'ailleurs, mais qui doit être accompagné de moyens, d'une politique, d'un cap, d'une vision, etc., etc. Et en fait, quand je dis qu'on n'a pas investi le champ intellectuel, c'est-à-dire que toutes les lois, et on en fait trop et on en fait beaucoup, et on en fait tout le temps, puisque c'est notre mode d'action politique, un problème, une loi, sont devenues pléthoriques, on le sait, mais incohérentes, contradictoires, mal faites, et ne prennent pas en compte, parce qu'en France, on ne fait pas assez de criminologie, on ne fait pas assez d'études, ne prennent pas en compte les causes réelles parfois des phénomènes. La violence, c'est un sujet très intéressant qui n'est pas du tout investi sur le champ intellectuel. Or, on sait aujourd'hui qu'une violence n'égale pas une violence. Par exemple, sur la violence des mineurs, il est très intéressant de comprendre pourquoi aujourd'hui nous avons des générations de mineurs aussi violents, même s'ils sont minoritaires, il faut toujours le rappeler quand même. Ils correspondent à 2 à 3% de la société. Il faut quand même relativiser les choses. Parmi tous les actes de violence, c'est 2 ou 3% faits par les mineurs. Parce que, oui, quand on voit l'actualité... Mais ils sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus violents. Et c'est de plus en plus choquant, donc c'est spectaculaire. Donc on a l'impression, mais ça c'est un effet de zoom. Lors de cette interview, vous aviez parlé d'absence d'empathie, d'actes souvent barbares. Tout à fait. En fait, on a. Mais il faut quand même comprendre, parce que il faut comprendre que la violence, elle ne naît pas de façon in abstracto. Elle vit dans un écosystème. La société est violente également. C'est-à-dire que l'État est violent aussi d'une certaine manière, on pourrait en parler longtemps, mais l'État aussi exerce une forme de violence. Violence légitime, selon légitime, il faut Max Weber, c'est caractéristique. C'est ce qu'elle dit, elle, mais en réalité, on pourrait en discuter. Aujourd'hui, elle n'est pas toujours perçue comme légitime d'ailleurs, et peut-être parfois à tort et à raison. Moi, je ne suis pas du tout... je suis ouvert sur ce débat-là d'ailleurs. Moi, je pense qu'on est une société qui contraint et régule beaucoup, mais punit peu. Mais la contrainte et la régulation est une forme de violence. Mais on est quand même dans une société violente parce que, on le voit, toutes les structures, j'allais dire, qui tenaient une société, la famille, le travail, les corps intermédiaires, l'éducation nationale, même le secteur de la médecine, sont des secteurs effondrés. Effondrés, donc ils ne protègent pas comme ils devraient protéger, ils n'aident pas. Donc il y a une forme de violence dans un écosystème. Mais il y a aussi des menaces très propres, par exemple pour les mineurs, qui sont la pédocriminalité, sujet que vous connaissez bien, les tablettes, vous avez aussi des idéologies, on est quand même un des premiers pays à avoir eu autant de mineurs partis faire le djihad, donc vous avez aussi de la propagande. Moi je suis par exemple, je vous donne un dernier exemple sur des phénomènes nouveaux, sur lequel il faudrait investir le champ intellectuel, c'est le nombre de viols commis par des mineurs sur d'autres mineurs, dont un quart ont moins de 10 ans. C'est quand même un phénomène de société qui devient extrêmement inquiétant, de voir autant de mineurs. Nous avons une explosion de plus de 46% de viols commis par des mineurs sur des mineurs. Je ne dis pas par des majeurs sur des mineurs. L'accès à la pornographie. Ça peut être plein de choses, évidemment, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi une mauvaise éducation sexuelle, d'ailleurs, au passage, mal comprise, puisque vous le savez aujourd'hui, on fait une éducation sexuelle très très jeune. Ça peut être contesté, d'ailleurs, il faudrait voir. Ça peut être la pornographie, ça peut être des familles. Alors, par exemple, aujourd'hui, en fait, c'est pour ça qu'il faut investir ce champ intellectuel. Il n'y a jamais une source unique dans les causes. Mais aujourd'hui, on a un problème en France, la protection des mineurs. C'est plus de 250 000 enfants qui aujourd'hui sont suivis en protection des mineurs. Ça dit quand même beaucoup de choses d'une société. C'est aussi une société qui est un des premiers consommateurs de drogue, y compris chez les mineurs. C'est une des sociétés qui a un taux exceptionnel de suicide chez les mineurs. C'est une société qui a un taux de prise de médicaments anxiolytiques chez les mineurs. Donc, il serait temps de s'intéresser quand même à nos mineurs aujourd'hui en termes de recherche, mais aussi en termes de criminologie, pour mieux y répondre. On ne le fait pas. Et on a des lois
pour parler par exemple des mineurs et de la violence qui effraie quand même tout le monde, parce que n'oublions jamais que les premières victimes des mineurs, c'est d'autres mineurs. Donc c'est aussi vos enfants. Oui, bien sûr. On l'oublie, ça. Ouais. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les écoles, le harcèlement, des enfants qui se tapent dessus, etc., qui sont en explosion je viens de faire la réunion. C'est effrayant. C'est d'autres mineurs qui n'ont rien demandé, qui peuvent aussi vivre un enfer. Je viens de faire la réunion de rentrée scolaire de mon fils en 5e. Un tiers du temps était consacré au problème de harcèlement. C'est ça. Voilà. Donc en fait, c'est devenu... Avec des plateformes, une psy dans l'école, voilà. Parce qu'il n'existait pas quand on allait à l'école. Non. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des réponses, mais on ne cherche pas les causes. Or, il faut faire de la prévention. Il faut s'attaquer, il faut avoir des vraies politiques publiques de prévention avec des messages clairs. Je pense par exemple sur les stupéfiants, sur la violence, sur la pornographie, etc. Sur l'usage du téléphone. Sur l'usage du téléphone, etc., etc. Parce que sinon, on ne fera qu'une société du commentaire, de l'horreur. Bien sûr. Et on verra le système se déliter. Mais la réponse, elle est globale. L'analyse, elle est aussi globale. Et à partir de là, simplement et seulement, vous pouvez faire des lois adaptées. Un mineur, d'ailleurs, par rapport à la loi, c'est 0,18 ans. Donc, on ne peut pas avoir une réponse comme ça, unique. C'est quand même la formation du cerveau, l'affect, etc. Et donc, nous, on a une loi qui, à mon sens, est à contre-temps et à contre-sens. Pourquoi ? Parce qu'un mineur, il a besoin d'avoir une réponse très rapide, réelle. Or, on a une législation très lente qui a rajouté encore du temps et qui n'est pas capable de sanctionner des mineurs ultra-violents qui sont encore, je le rappelle, très minoritaires, mais très actifs, puisque nos dernières lois sont pour retarder au maximum l'incarcération. On a supprimé la possibilité de mettre des peines très courtes de prison qui pourraient être justement une façon de démontrer, de poser un cadre et de montrer la gravité des faits, etc., etc. Donc la loi est très importante. Quand elle est inadaptée, elle peut même provoquer encore plus de délinquance. Autre exemple incroyable de cet ensauvagement de la société, le refus d'obtempérer qui se multiplie depuis 2016. Il y en a plus de 20 000 par an. Avant, ce n'était pas un sujet, c'était très rare. Quelquefois, on se rend compte que des gens, pour des motifs souvent très futiles, vont jusqu'à risquer de tuer un policier ou un gendarme. Pourquoi Alors, typiquement, je mets de côté le fait que toutes les statistiques sont pas toujours fiables, en tout cas du côté du ministère de la Justice, mais elles sont très importantes. Sur la courbe, on voit qu'on a un phénomène qui monte en puissance. Il faudrait comprendre d'où ça vient. Pourquoi, tout d'un coup, on a des refus d'obtempérer ? Il peut y avoir des causes multiples. D'abord, moi, je pense que le permis est devenu de plus en plus difficile à obtenir. Donc, il y a plein de gens qui conduisent sans permis et qui ne veulent pas s'arrêter. Donc, peut-être réfléchir à ça. C'est tout bête. Mais une loi mal faite peut avoir des conséquences importantes. Le permis à points, je pense, participe de cette augmentation parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'arrêter parce qu'ils ont peur de perdre des points, que les points ça coûte cher et que voilà. Et puis après, ce qui me semble sans doute la majeure dans les explications, c'est qu'on a un refus de l'autorité aujourd'hui, ce que j'appelle moi l'anomie, c'est-à-dire que les gens n'ont plus intégré la loi, la peur et l'autorité pour une petite partie de la délinquance, parce que c'est toujours une petite partie de la délinquance. Et d'ailleurs, souvent, on s'en aperçoit parce que quand ça prend des proportions gravissimes, style un homicide, comme on l'a connu récemment, très souvent, ce sont des gens qui ont déjà des antécédents judiciaires sur lesquels la justice n'a pas su non plus peut-être donner une réponse adaptée. Dernière question, puisque le temps file. On peut imaginer que dans le prochain gouvernement Barnier, Éric Dupond-Moretti, on ne sait pas qui y sera, mais Éric Dupond-Moretti n'en fera pas partie. Est-ce que c'est un soulagement ? Non, moi, vous savez, c'est mon 5e ou 6e garde des Sceaux que j'ai à connaître dans mes fonctions. C'est particulier celui-là. Dans mes fonctions syndicales. Moi, mon soulagement, si on devait parler dans l'émotionnel et pas dans le technique, ça serait d'avoir un garde des Sceaux qui aujourd'hui
ait du courage pour prendre toutes les mesures, c'est-à-dire que les citoyens attendent, parce que ça sera la base d'un contrat de confiance, puisque c'est quand même le sujet numéro 1, et notamment au pénal, puisque c'est là où il y a une distorsion énorme entre les attentes, pour avoir des sanctions claires, lisibles et appliquées. Pour ça, il faut revoir tout le système de l'application des peines. Évidemment, il y a le problème du budget, de l'organisation, de la RH. La justice a une liste incroyable de choses à régler. Mais je crois que l'urgence, c'est celle d'avoir du courage et la volonté d'avoir aujourd'hui une justice qui sanctionne non pas de façon sévère, mais qui sanctionne au bon moment, au bon endroit et de manière claire et lisible. Aujourd'hui, plus personne ne comprend rien parce qu'on est un des rares pays à avoir un système d'application des peines aussi confus et illisible qui permet de défaire, refaire, ne pas faire et qui est lié sans doute parce que cette politique pénale, à mon avis, va à contretemps et à contresens à la surpopulation carcérale. Un mot. Tous les pays qui ont utilisé, et c'est ce qu'on a fait, le dogme de ce qu'on appelle les alternatives à l'incarcération dans les années 80, ont vu, en fait, bizarrement, leur taux augmenter d'alternatives à l'incarcération, tiges, sursis, bracelets électroniques, etc. Et n'ont pas vu le taux baisser de gens qui sont incarcérés. Parce qu'en fait, et ça semble très intéressant, très contre-intuitif, moins vous incarcérez, plus vous avez de détenus, plus vous incarcérez, plus les prisons se vident. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait d'incarcérer trop tard, vous incarcérez plus longtemps, parce qu'en général, quand c'est trop tard, que la personne a déjà fait 10 alternatives, les faits sont très graves. Les faits sont graves. Et donc, on a vu le taux doubler du temps d'incarcération. Avant, on était sur 5-6 mois. Maintenant, on est sur presque 1 an. Donc, les gens restent beaucoup plus longtemps pour des faits beaucoup plus graves, ce qui fait que les prisons se remplissent alors que vous en mettez moins. Oui. C'est intéressant. Alors que ce que font les Pays-Bas, puisqu'on a commencé par eux, on va finir par eux, les pays du Nord, ils font de la réelle politique, et de la criminologie. Ils se sont rendus compte que mettre des ultra courtes peines, c'est entre 7 et 15 jours, c'est pas l'école du crime, ça ne désocialise pas, c'est une réponse immédiate pour des faits très graves, qui stoppent parfois la délinquance, qui est une vraie sanction, et du coup, leur prison se vide. Aujourd'hui, leur prison se vide, alors qu'ils incarcèrent 2 fois plus. Donc, on voit bien qu'il y a une réflexion intellectuelle à investir qui sort du champ classique, laxiste, répressif, etc., pour avoir vraiment une vision précise des phénomènes de criminalité et de réflexion pour y répondre au mieux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu numéro 1. Ce qu'il faut, c'est avoir un ministre qui prenne ça à bras-le-corps pour ne pas faire de la communication, mais pour faire une véritable politique pénale pour remettre la justice sur les rails. Béatrice Brugère, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Merci d'être venu chez Omerta. Merci à vous aussi d'avoir suivi cet entretien. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que vous reviendrez la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.